Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats, l'émission littéraire francophone, sans complaisance et sans superficialité, avec des auteurs exceptionnels. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. L'invitée du jour, elle est née en Belgique, d'une mère suisse, d'un père gabonais, docteur en anthropologie, vice-président du syndicat national des auteurs et compositeurs. Elle est également l'auteur de 53 cm, paru chez Serpent à Plumes, Cueillez-moi, jolis messieurs, chez Gallimard, et Si Dieu me demande, dites-lui que je dors, chez Gallimard également. Bessora, bonjour. Mais bonjour Patricia. Vous allez bien? Je vais très bien, j'ai un peu froid, mais ça va. Oui, on va. Ça va se réchauffer, vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous venez parce que votre avant-dernier ouvrage s'intitulait Zoonomia, c'était le tome 1 de la dynastie des boiteux, chez le Serpent à Plumes. Et là, il y a le tome 2 qui s'intitule Citizen Narcisse, toujours de la dynastie des boiteux, chez le Serpent à Plumes. Eh bien, commençons cette première partie au fil des pages. Bessora, Citizen Narcisse, dès les premières pages de votre roman, on découvre deux personnages, Narcisse et Jane. Jane a 17 ans. Jane est assise sur une branche et elle voit ce jeune homme, ce beau breton, qui se regarde. Les Bretons sont très beaux, hein, vous avez marqué. Oui, en tout cas, vous... Et donc, voilà, elle admire ce beau breton. Des miels commencent à frétiller au fin fond de son corps et elle tombe amoureuse de ce jeune Narcisse. Alors Jane est une jeune femme effectivement très très charnelle. Alors elle a 17 ans, elle n'a jamais rencontré le loup encore, mais elle a beaucoup de désir et d'intérêt pour ce garçon qui est à ses pieds en train de se mirer dans le fleuve, qui regarde son reflet et qui est très mélancolique. Et ce garçon arrive de Saint-Malo. Et il vient rencontrer le président Washington pour lui demander d'aider la France qui est en pleine révolution et qui a tous les pays d'Europe liés contre elle. Et c'est le début d'une histoire d'amour passionnée. Oui, en effet. Mais ça marche qu'à un seul sens, c'est-à-dire que Jane est amoureuse, mais pas Narcisse. Narcisse n'aime que lui. Alors il n'aime que lui, mais il aime bien Jane quand même, parce qu'elle est un peu particulière. Elle habite dans une drôle de famille, qui a une petite ferme et dont les ancêtres sont enterrés dans le jardin. Elle a une grand-mère qui était sorcière et puis qui s'éclairait selon ses humeurs. Donc il est un peu intrigué par cet univers. Lui qui vient du pays de la Révolution et de la raison, qui se retrouve dans cette famille où on nourrit les morts aux écuelles. Et un jour, effectivement, il disparaît en Louisiane parce que Jane n'est pas son premier intérêt. Lui, il veut libérer la Louisiane. Ils ont un point commun, ils sont tous les deux orphelins. Donc, en fin de compte, il y a une sorte d'attache déjà dès le début. Oui, pour Narcisse, c'est aussi pour ça qu'il s'intéresse à elle, parce qu'il trouve qu'elle lui ressemble, parce qu'il la croit orpheline. Et puis elle fait comme si elle se croyait orpheline, alors qu'elle sait qu'elle ne l'est pas tout à fait. Mais enfin, je ne vais pas dévoiler le livre. Bien sûr. Et lui, en revanche, a perdu son père, parce que son père a été un déclencheur d'une petite révolution qui a eu lieu en Louisiane dans les années 60 du XVIIIe siècle. Et il a été pendu pour ça, donc il est orphelin. Donc c'est vrai, je rappelle aux téléspectateurs, nous sommes en 1793, dans l'État du Maryland, donc on part de Baltimore. Et puis tout d'un coup, comme vous l'avez dit, Narcisse décide de quitter Jane, de partir pour la Louisiane. Et elle n'a qu'une seule idée, Jane, c'est de suivre Narcisse. Parce que je crois que l'oncle et la tante, enfin la tante de Jane, Abigail, a cousu des vêtements et elle veut absolument apporter ces vêtements à Narcisse. Donc elle va entreprendre ce long périple seule. Je rappelle, elle n'a que 17 ans. Donc elle va traverser, ce périple va durer 6 mois. Elle va voir une communauté indienne, elle va se nourrir comme une sauvage avec des animaux, des rongeurs, dormir à la belle étoile. Elle va dépecer des loutres. Oui, c'est ça. Manger des moules, des mollusques, dévaster les fleuves. Elle n'était pas du tout née pour avoir un destin pareil. Elle était née dans une famille très simple, a priori, même si c'est une famille très mystique et un peu folle. Et ses parents adoptifs attendaient d'elle qu'elle se marie avec le fils du voisin et qu'elle soit toujours à portée de main parce qu'ils sont très attachés à elle. Et il se trouve que, non, elle tombe amoureuse de ce gars-là dont il se méfie, qui est un étranger révolutionnaire.
Et elle descend, elle prend le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans à 17 ans. Et c'est le début de son initiation, de son parcours initiatique. C'est comme ça qu'elle, petit à petit, elle s'émancipe aussi. Alors quand on parle d'émancipation, il y a ce personnage mystique qui l'accompagne, qui l'aide. C'est Miché. Pour quelle raison avez-vous créé ce personnage? Est-ce pour votre foi, pour affirmer votre foi, donner cette part un peu sombre du livre? Alors, il ne s'agit pas d'affirmer ma foi ou d'affirmer une foi quelconque, mais Miché est un prophète qui sort de l'Ancien Testament. Oui. Et qui se promène autour de Jane et qui fait partie de la vie de Jane et de ses ancêtres parce qu'il se trouve que Jane et ses ancêtres ont été prophétisés dans l'Ancien Testament. Et en particulier la matriarche, qui est partie d'Angleterre au XVIIe siècle, qui a été déportée aux Amériques, et qui, en apprenant à lire dans la Bible, est tombée sur ce verset, un verset qui promet une descendance puissante à une boiteuse. D'où le titre « La dynastie des boiteux ». Et donc Miché n'a pas fait qu'écrire l'Ancien Testament, il se balade aussi dans les âges, il y a des époques dans lesquelles lui-même était aventurier, il y a d'autres époques dans lesquelles il fréquentait des rois, et il accompagne aussi les personnages de la dynastie des boiteux. Donc il rencontre occasionnellement Jane, qui l'aide notamment à traverser l'Atlantique quand elle doit rejoindre Narcisse en Bretagne. Oui. Alors, nous sommes en pleine période d'esclavage. C'était assez étonnant parce que on comprend qu'elle est métissée, Jane, mais l'esclavage, c'est comme un fond du décor, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas. On ne sent pas cette traite des Noirs. Alors, Jane est née d'un homme blanc et d'une femme, on va dire noire, mais qui est en réalité métisse, et qui elle-même est née libre. Parce que du fait de cette matriarche anglaise qui est à l'origine de cette dynastie, qui elle-même a épousé un esclave. Elle a épousé un esclave, mais puisqu'elle était libre, ses enfants, quoique métis, sont nés libres. Et eux-mêmes ont épousé soit des esclaves affranchis, soit des personnes noires ou blanches qui étaient libres. Donc Jane est née libre, ses parents aussi, ses oncles et tantes aussi. Mais il y a quand même la mémoire d'ancêtres qui ont connu l'esclavage, ou le servage, même si ce n'est pas aussi long que l'esclavage. Que vous inspire la Louisiane? Parce que l'histoire, la majorité de l'histoire se déroule justement en Louisiane, et puis après elle partira à Saint-Malo. Mais que vous inspire la Louisiane, la Nouvelle-Orléans? La Louisiane, c'est une espèce de mythe et de fantasme un peu collectif que je ne connaissais pas, la Louisiane. Je pense que je ne la connais toujours pas, même si je m'y suis intéressée, je me suis beaucoup documentée pour l'écrire. Mais c'est les bayous, c'est la Nouvelle-Orléans, c'est la confrontation entre les Anglais, les Français, les Espagnols. Et puis ce sont des fortifications qui sont dressées sur les rives, sur les berges du Mississippi. Certaines qui sont en ruine, qui sont des témoins de guerre et d'affrontements entre ces vieilles nations d'Europe, mais aussi des Indiens. Et puis, dans le périple de Jane, elle est confrontée à ces fantômes, à des spectres. Oui. Elle est confrontée au spectre des Natchez, qui étaient un peuple indien qui ont été massacrés au début du XVIIIe siècle. Et donc, elle sent des strates et des strates et des strates d'histoire dans les bayous, sur les bords du Mississippi, dans les villages qu'elle traverse. Elle voit aussi de loin en loin de la fumée qui monte vers le ciel et qui sort de cabanes ou de maisons ou de tipis. Donc c'est très chargé émotionnellement et symboliquement et en histoire aussi. Oui. Il y a également aussi des personnages, des rencontres. Par exemple, je pense à Sœur Saint-Ignace, qui veut absolument qu'elle devienne... Qui veut la recruter. Oui, comme novice. Qui cherche des novices. Mais bon, pour être novice, il faut avoir des moyens que Jane n'a pas. Oui. Mais peut-on la décrire, Jane, comme une... Bon, c'est vrai qu'elle a ce côté un peu candide, naïve, mais en même temps,
J'ai l'impression qu'elle est simplette, je ne sais pas, il y a quelque chose... Elle est très candide et très naïve, mais elle se retrouve confrontée à des histoires qui sont pratiquement insurmontables, mais elle arrive à les surmonter. Effectivement, elle rencontre à un moment Sœur Saint-Ignace, qui est une bonne sœur à triple menton, qui veut absolument la recruter dans le couvent des Ursulines. Et alors à un moment, ça l'arrange, parce qu'elle a plus rien, plus d'argent, plus rien à manger. Et pour la suite de son voyage, elle a besoin de se refaire un peu. Et puis elle arrive à traverser l'Atlantique alors qu'elle sait à peine lire. Mais oui. Elle arrive à se faire recruter aussi dans une malouinière après, où elle est pratiquement réduite en esclavage. Bon, c'est pas vraiment de l'esclavage, elle est servante domestique. Mais c'est assez cocasse quand on sait qu'elle va finir domestique chez des gens qui sont persuadés des bienfaits de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui sont eux-mêmes très proches de Robespierre, des révolutionnaires. Mais bon, ils ont quand même plein de domestiques. Alors justement, cette partie de l'histoire de France, la Révolution, la Terreur, le Directoire, il me semble, c'est quelque chose, vous êtes anthropologue, donc c'est quelque chose qui était facile à retranscrire dans cette partie de Citizen Narcisse. Facile. En fait, le propos, c'était pas de jouer les historiennes ou les anthropologues, parce que c'est un roman. Ce sont plusieurs romans, d'ailleurs ils sont tous indépendants, on peut les lire dans n'importe quel ordre et on n'est pas obligé de tous les lire. Et c'est un peu écrit comme une série télévisée. Je me suis un peu amusée comme si je me fabriquais un film ou des mini-films et que quand vous les lisez, vous faites vos propres images. Donc je me suis servie de ma formation en anthropologie pour me documenter. Parce que je sais à peu près comment est-ce qu'on va chercher dans les sources, comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment est-ce qu'on peut les croiser. Mais c'est le travail des coulisses. L'intérêt, c'était de construire un décor pour un roman, pour une histoire qui est romanesque et puis qui relève vraiment du roman et pas du document ou de l'essai historique ou anthropologique. Autre chose, vous parlez de la dynastie des boiteux. Vous dites que Jane boite, mais c'était quelque chose de très visible, parce qu'on a l'impression que quand même, elle arrive à fonder une famille. Mais on peut, quand on boite, on peut faire beaucoup de choses. Quand on boite, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est-à-dire qu'elle est surprise à chaque fois quand elle se regarde dans un miroir. Elle est surprise, elle dit « Ah, c'est moi !» Donc on ne sait pas si elle est jolie, si elle est belle, si... Il y a quelque chose de très diffus, c'est assez étonnant. Elle est assez mignonne, elle a un petit nez mutin, retroussé, elle a des cheveux très étranges, alors elle est plutôt blonde, mais alors elle a des morceaux de cheveux qui sont un peu crépus, d'autres qui sont un peu bouclés, d'autres qui frisent, d'autres qui sont raides. Et effectivement, quand elle croise son reflet, elle a du mal à se reconnaître, parce qu'elle n'est pas tout à fait elle-même, elle ne s'appartient pas complètement, elle est parfois un peu comme une marionnette parce qu'elle est possédée. Elle est possédée par un spectre. Donc ça la décale un peu parfois. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est totalement à côté parfois, mais ça lui donne aussi ce moyen d'être un peu comme une sorte de médium. Elle voit l'avenir, elle peut dire ce qui se passe, ce qui va se dérouler. Elle se retrouve parfois comme décorporée et elle peut assister à des événements qui se sont passés il y a très longtemps ou qui peuvent arriver prochainement. Et elle voit sans être vue. Oui. Et ce qui est formidable aussi chez Jane, c'est qu'elle est jeune. Elle a 17 ans, donc après, bien sûr, elle prend de l'âge. Elle devient vieille. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est sa détermination. Tout pour Narcisse. Tout au long de ce livre, tout est pour Narcisse. Et c'est assez étonnant pour une femme qui n'a pas été cultivée, cette détermination, cet acharnement. C'est un petit peu la caractéristique de tous les héros de cette dynastie, dont le sujet, ce serait l'émancipation. Donc, quelle stratégie on met en place pour s'émanciper? Comment est-ce qu'on s'émancipe? Quel rapport on a à l'émancipation? Et Narcisse, lui, l'émancipation, il veut l'imposer à tout prix. Oui. Jane, elle veut la gagner avec les faibles moyens
qu'elle a, parce qu'effectivement, elle n'est pas très instruite, et avec les obstacles qui se présentent à elle. C'est une femme, elle est jeune, elle est boiteuse, elle arrive en Europe sans savoir parler la langue. Mais oui. Et pourtant, bien qu'elle soit moins bien partie que Narcisse, qui a tout au départ, puisqu'il vient d'un milieu bourgeois, il est très instruit, il a une idéologie politique, mais elle, pas du tout. N'empêche que petit à petit, l'air de rien, même en passant par des moments où elle est complètement asservie et complètement dominée, elle se fabrique un destin. Et d'ailleurs, elle va rencontrer cette cuisinière Violette, qu'on appelle Cordon Noir. Oui. Et c'est assez étonnant parce que quand il y a cette rencontre, on ne découvre pas que Violette est noire, non. justement. Ouais. Mais non, parce que quand les gens sont noirs, il faut le dire, sinon on ne l'imagine pas. Oui. Donc Violette, effectivement, si je dis Violette, souvent lorsqu'on lit Violette, on n'imagine pas que, non, elle n'est pas blanche, elle est métisse. Oui. Parce que surtout, on se remet, on est à Saint-Malo quand même, donc on s'imagine c'est plutôt une famille bourgeoise qui n'accueille que des servantes blanches. Violette, elle a des responsabilités, elle dirige tous les domestiques de la maison, mais elle a aussi, elle a été adoptée par les parents de ses employeurs. Parce qu'on le sait peu ou on se le représente assez peu, mais il y avait beaucoup de gens colorés à Saint-Malo à cette époque-là. Quand j'ai fait mes recherches, lorsque je me suis documentée, je suis tombée sur des archives où ça inquiétait les autorités et que on se demandait combien il y en avait et on se demandait comment est-ce qu'on allait administrer tout ça. Donc on a fait établir des permis de résider et puis lorsque des maîtres apportaient leurs esclaves ou lorsque des personnes de couleur arrivaient des îles, elles étaient autorisées à séjourner en métropole entre guillemets pendant 3 ans. On n'avait pas le droit de se marier avec elle, il fallait qu'elle reparte. C'était déjà une problématique assez prégnante, même si on n'en parle pas, même si on ne le sait pas. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à découvrir vraiment votre ouvrage parce qu'on traverse donc des périodes, on traverse, on rencontre une histoire. Mais on s'amuse aussi. Oui, oui. On s'amuse avec l'histoire. C'est ce qui est chouette dans le roman ou dans les séries, ou dans la fiction d'une manière générale, c'est qu'on est très très libre. Très bien. Merci beaucoup Bessora pour cette première partie d'émission. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Pour Carte sur table, Bessora, je vais parler encore de vous. Non, vous êtes... Comme je le disais au début de l'émission, donc vous êtes né en Belgique, une mère suisse, un père gabonais, carrière dans la finance internationale à Genève. Pourquoi avez-vous quitté ce domaine ? Parce que je m'ennuyais profondément, parce que je trouvais que c'était très très cynique. Comme aujourd'hui d'ailleurs, on continue de dire que la finance internationale est très cynique et très brutale. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas lorsque je travaillais dans ces banques américaines, ça me correspondait pas. D'accord. Et c'est pour cela que vous avez quitté donc ce monde de la finance pour vous tourner vers l'écriture. Comment c'est arrivé justement cette passion pour l'écriture, de la finance à l'écriture ? Il y a eu une transition parce en tout cas moi je suis pas passée directement de l'un à l'autre. J'ai jamais rêvé être écrivain. J'avais pas du tout cette ambition-là. Mais lorsque j'ai quitté le monde de l'entreprise et de la finance à Genève, j'ai repris des études. Et j'ai repris un double cursus. J'ai repris des études en management, gestion et marketing, mais aussi en anthropologie. Et en anthropologie, le but, si vous allez jusqu'à la thèse, ce que je me suis proposé de faire, c'est d'écrire un terrain, mais avec des contraintes académiques assez strictes. Et ça m'a beaucoup plu, mais j'ai tout fait un peu dans ce carcan, dans ces contraintes-là. Du coup, j'en suis venue petit à petit à écrire de la fiction avec d'autres contraintes, parce qu'il y a aussi des contraintes que je m'impose lorsque j'écris de la fiction, mais qui ne sont pas des contraintes académiques, universitaires. C'est-à-dire, quelles sont ces contraintes que vous vous imposez ? C'est des contraintes
Je m'intéresse beaucoup à la dramaturgie, l'art du récit, et ça peut faire partie des contraintes que je m'impose, ou ça dépend de ce que je veux écrire. Si j'écris un roman graphique, la contrainte, c'est de laisser de la place à l'illustrateur, d'écrire court, d'écrire sec. Si j'écris un roman ample comme cette série en 4 tomes, la contrainte, c'est le rythme, c'est la lenteur, c'est d'accepter la lenteur. Alors qu'on est plutôt dans une société, une époque où on va très très vite. Ouais. Si j'écris un roman court de 150 ou 200 pages, je suis complètement dans mon époque. Oui. Je vais vite. Oui. Enfin voilà, il y a toutes sortes de contraintes possibles, y compris dans le rythme de travail qu'on s'impose à soi. J'ai lu que vous vous inspirez donc dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le théâtre, la peinture, le cinéma. Par exemple, la peinture, quels sont vos peintres, vos artistes préférés? Alors j'aime beaucoup la peinture et le dessin parce que je suis incapable de tenir un pinceau ou un crayon. Je ne saurais pas du tout dessiner ou peindre ou illustrer. J'aime énormément Egon Schiele. Oui. Cranach l'Ancien. Enfin, j'ai des goûts très, très éclectiques. J'ai un ami peintre qui s'appelle Pierre Cornuel, qui est extrêmement talentueux aussi. Et ouais, j'adore la peinture. Il n'y a pas que la peinture, hein. Il y a aussi, vous êtes fan de la série Game of Thrones. Et vous êtes C'est du Shakespeare, hein. Oui. C'est qui n'est pas fan de Game of Thrones? C'est juste pas possible. Oui. Et surtout, c'est la reine Cersei Lannister, ce personnage assez imposant et difficile à supporter, même parfois. Oui, mais elle adore ses enfants. Oui. C'est Ça, une c'est espèce vrai. d'ogresse qui ferait tout pour ses enfants. Oui. C'est un peu Castratrice. oui, aussi, y compris les castrer d'ailleurs, s'il faut. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, dernière chose avant de clore Carte sur table, vice-présidente du syndicat national des auteurs et des compositeurs, c'est-à-dire C'est un syndicat qui existe depuis 1946 et qui défend le droit des auteurs. Et en particulier, là, en ce moment, on est sur un engagement par rapport à Google, Amazon, Facebook, qui diffusent des contenus sans forcément rémunérer les ayants droit, ou y compris les jeunes vidéastes qui publient leurs propres vidéos sur YouTube et qui touchent des recettes publicitaires misérables alors qu'ils produisent du contenu, ils sont eux-mêmes auteurs. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels on peut travailler quand on est auteur. Ouais. Merci beaucoup, Bessora, pour ce portrait de vous. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission. Coup de cœur. Pour ce coup de cœur, Bessora, on est dans la graphie justement. Vous avez déjà réalisé une bande dessinée? Ouh là là, je n'étais pas toute seule. Oui. J'ai écrit le texte et c'est un illustrateur qui s'appelle Barou qui a fait le dessin. Oui. C'était la BD Alpha, il me semble. Alpha, Abidjan, Gare du Nord. Et là, c'est une dessinatrice, Rose Chaste. Oui, Rose Chaste. Pour quelle raison avez-vous pensé Alors à elle? j'adore ce livre-là, parce qu'il parle du 4e âge. Donc ce moment où vos parents ou vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents deviennent tellement vieux qu'ils deviennent presque des enfants, et que se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va s'occuper d'eux, on ne peut pas les laisser seuls. Est-ce qu'on les prend chez soi? Est-ce qu'on va habiter chez eux? Est-ce qu'on les met dans une institution? Et c'est ce qu'elle raconte, c'est ce qui lui tombe sur la tête alors qu'elle est fille unique et qu'elle est très prise par sa propre vie. Et elle raconte tout ça dans cette espèce d'objet polymorphe qui est à la fois un roman très court et puis à la fois une BD. Donc il y a du texte dans des bulles, il y a du texte en légende, il y a son dessin, elle fait ça toute seule, elle écrit, elle dessine. De temps en temps, elle met quelques photos. C'est une espèce de composition que je trouve remarquable et qui est très tendre et qui est très drôle et que moi j'adore. Un peu comme Claire Bretéché? Oui. Oui. Et votre graphie, est-ce que dans la bande dessinée, est-ce que le texte passe d'abord? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que ce sont les personnages? Alors, souvent dans la BD,
lorsqu'on marche à 2 ou à 3, alors il peut y avoir un scénariste, un illustrateur, un coloriste, enfin il y a plusieurs rôles, on peut se répartir tout ça entre plusieurs personnes, ou ça peut être une seule personne qui fait tout. Alors dans mon expérience à moi, Barou est venu me voir avec un sujet très vaste qui était l'immigration, ce qui est vraiment très vaste. J'ai eu peur de m'embarquer là-dessus parce que je voulais pas faire du reportage comme on peut en voir dans les journaux télévisés où les migrants sont anonymisés et où ils perdent leur identité. Donc j'ai longtemps hésité et j'ai écrit une histoire courte. Donc c'est parti de mon texte en fait. Et ce texte, je l'ai ensuite envoyé à Barou, qui l'a illustré. Mais il n'a pas fait que l'illustrer. En dessinant, il a apporté quelque chose de plus. Il a lui-même fait des choix d'auteur. Il a par exemple choisi un trait extrêmement simple, mais aussi parce que j'avais choisi une écriture très simple, comme si c'était mon personnage qui parlait. Il s'appelait Alpha, il était ébéniste, il venait d'Abidjan. Et donc, j'ai écrit son journal de bord, son journal de voyage. Et Barou a fait un trait extrêmement simple, comme si c'était Alpha qui dessinait aussi son voyage, en choisissant 2-3 couleurs très simples, aussi très primaires, qui sont apparues ici et là. Et ça a donné ce texte illustré, ce roman graphique que j'ai beaucoup aimé faire avec lui. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Bessora, de nous avoir Merci présenté à vous. votre coup de cœur, Rochdiast, et puis votre nouvel opus, le tome 2 de la série La dynastie des boiteux, c'est Citizen Narcisse, voilà, paru chez Le Serpent à Plumes. Merci beaucoup, Bessora. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, eh bien on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, bourré de talent, comme d'habitude. Merci encore de votre fidélité précieuse. Au revoir et à bientôt.